Bonjour à tous, et puisque nous sommes en début d'année, j'en profite pour présenter à tous ceux qui regardent cette vidéo mes vœux pour l'an 9. Nous allons passer un petit moment ensemble, et je voudrais d'abord vous parler d'un sujet qui au fond est d'actualité. Il s'agit de l'élection de Trump, ce qui s'est passé pendant l'élection de Trump, et ce que nous avons analysé sur le site de l'OJIM, l'Observatoire des journalistes et de l'information médiatique, dont je suis le président. Quand vous regarderez cette vidéo, ou bien Trump aura pris ses fonctions le 20 janvier, ou il sera sur le point de les prendre. Mais que s'est-il passé avant son élection, pendant la courte période qui sépare son élection de sa mise en place à la Maison-Blanche, et qu'est-ce qui risque de se passer ensuite? Nous avons analysé sur le site, maintenant avec une douzaine d'articles, ce qui s'est passé dans les médias américains, mais aussi ce qui s'est passé dans les médias européens. Et là, on a un double phénomène. Bon, le premier phénomène, il est bien connu, c'est le phénomène américain de l'attitude des médias vis-à-vis de Donald Trump. On a le droit de penser ce qu'on veut de Donald Trump, en bien ou en mal. Ce n'est pas mon propos. Mais 92 ou 93% des quotidiens américains soutenaient Hillary Clinton. Et les 6 ou 7% ou 8% restants, c'était les plus petits quotidiens. Si on prend les grandes chaînes de télévision américaines, toutes soutenaient Hillary Clinton, à l'exception de Fox News, qui est la chaîne conservatrice américaine, où la rédaction était divisée, la moitié pour Trump et la moitié contre Trump. Et malgré tout, Trump a gagné. Ça, c'est un phénomène doublement intéressant. Tout d'abord, parce que d'une manière paradoxale, la défiance d'un grand nombre d'Américains vis-à-vis de leurs médias dominants est telle que cela a produit un effet inverse. Si mon quotidien, le quotidien que je lis tous les jours, si NBC, si CNN sont pour Hillary Clinton, ça doit cacher quelque chose. Et au fond, peut-être que ça a incité un certain nombre de gens à voter Trump. Ça, c'est la première facette. La deuxième, c'est Trump lui-même qui s'est adressé directement au peuple, entre autres par son compte Twitter et par une chaîne YouTube. Alors, je crois que son compte Twitter, il a 10 ou 20 millions d'abonnés. Donc ça, c'est tout ce qui s'est passé aux États-Unis avant l'élection, où il y a eu des choses quand même assez grotesques. Une journaliste de CNN, lors du premier débat entre Hillary Clinton et Trump, avait donné à Hillary Clinton ses questions avant, pour la favoriser. Et curieusement, elle est toujours en place. Et qu'est-ce qui s'est passé en Europe? En Europe, on a copié. En gros, les médias européens, les médias français en particulier, ont copié les médias américains. Tout le monde était pour Hillary Clinton. Ce qui est vrai dans les médias est vrai aussi sur le plan politique. Souvenez-vous du faux lapsus de François Hollande, disant fin novembre, dans quelques jours, une présidente sera élue aux États-Unis. Souvenez-vous de la réponse de Nicolas Sarkozy, en disant mais si vous étiez américain, pour qui voteriez-vous? Il fait un petit sourire, pour Hillary bien sûr. Et donc les médias européens ont copié servilement les médias américains. Nous avons fait quelques sondages dans les écoles de journalisme parisiennes. 90% ou 95% des professeurs, et les élèves suivaient, étaient pour Hillary. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être contre Hillary. Ce n'est pas, je dirais, moralement acceptable. Donc ça, c'est ce qui s'est passé avant l'élection. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il s'est passé ensuite qu'un monsieur, George Soros, pour ne pas le nommer, que certains d'entre vous connaissent au moins de nom, donc milliardaire originaire de Hongrie, implanté maintenant aux États-Unis depuis longtemps,
qui a fait l'essentiel de sa fortune en spéculant sur les monnaies. On dit qu'il aurait gagné 1 milliard de livres il y a une vingtaine d'années, alors une spéculation contre la livre sterling, et il est le créateur d'un ensemble d'organisations non gouvernementales sous le terme générique de Open Society, société ouverte, qui a d'innombrables filiales un peu partout dans le monde. Et les médias liés à Soros et une partie des démocrates, une partie seulement, et une grande partie des républicains, parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart des républicains institutionnels ne soutenaient pas Trump. Trump, il était soutenu par les gens qui étaient en marge du parti. Soros a essayé d'engager une campagne pour invalider Trump, en disant, d'abord, ce n'est pas possible, il y a eu des États où la différence du nombre de voix était relativement faible. Il est vrai que Hillary Clinton a eu plus de voix au total que Trump, mais n'oublions pas que le système américain ne fonctionne pas comme le système français. C'est le nombre de grands électeurs qui doit être pris en considération. Donc comme l'écart de voix était relativement faible, eh bien on va invalider ces États et puis on va refaire une élection. Bon, ça a été un pétard mouillé, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, il y a eu l'affaire russe, en disant il y a eu des ingérences de l'État russe dans la campagne, donc il faut maintenant invalider cette élection, car l'ingérence d'un État étranger est absolument inacceptable. C'est une campagne qui continue maintenant. Quels enseignements peut-on en tirer ? Je vois 2 enseignements. Le premier, c'est que les médias ont perdu de leur superbe. En particulier aux États-Unis, un peu moins en Europe. Dans le grand journal dit de référence, le New York Times, le médiateur du journal a dit ce que nous avons fait au moment de l'élection, c'est l'équivalent d'un accident industriel pour une société. Nous sommes en faillite. J'attends toujours le même genre d'explications ou le même genre d'excuses des médias français. Et ce qui est aussi intéressant à constater, c'est que si le pouvoir des médias s'amenuise et produisent parfois même un contre-effet par rapport à ce qu'ils souhaitent obtenir ou ce qu'ils souhaitent influencer, il y a tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et qui représente maintenant un véritable contre-pouvoir. Je parlais du compte Twitter de Trump. Trump maintenant s'adresse directement par Twitter à Ford, à General Motors, à Toyota, en disant les gars, vous projetez de délocaliser au Mexique. Moi je trouve que c'est pas une très bonne idée. Il s'adresse à Lockheed en disant là votre avion de combat c'est beaucoup trop cher, il faudrait baisser les prix. Alors c'est intéressant parce que c'est au fond, je dirais, de la démocratie directe. Alors ce n'est pas un référendum, la procédure référendaire, à ma connaissance, n'existe pas aux États-Unis, mais c'est une forme de gouvernement par la démocratie directe et au-dessus d'une pseudo-démocratie représentative dont nous savons tous qu'elle est biaisée, aux États-Unis aussi, mais sans doute également en France. Alors après cette introduction sur un sujet d'actualité, qui va rester d'actualité, parce que je pense que vous allez entendre de nouveau parler de Trump, de Soros, dans les semaines et dans les mois à venir. Je voudrais parler un peu plus de ce que nous faisons à l'OGIM, l'Observatoire des journalistes et de l'information médiatique. Le site existe depuis 4 ans maintenant, c'est un tout en ligne, nous n'avons pas de version papier, et c'est un site qui est dédié à l'analyse critique des médias. Sous une formule que nous mettons souvent en tête de nos articles, soyez informés sur ceux qui vous informent. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, ça veut dire que l'information pure, ça n'existe pas. Quand vous recevez une information, elle est médiée. Vous aviez eu un médiateur. Il y a quelqu'un qui vous a transmis cette information. Que ce soit à la radio, que ce soit à la télévision, que ce soit dans votre quotidien du matin ou votre magazine. Et ce médiateur, c'est le journaliste ou les journalistes. Et donc il n'existe pas d'information pure.
toute information à un moment donné a été travaillée, a été transmise, parfois occultée ou semi-occultée, et parfois biaisée. Donc je voudrais tordre le cou tout de suite à un canard récurrent qui est le canard de l'objectivité. L'objectivité n'existe pas. Nous sommes tous des sujets. Nous avons une culture, nous avons une histoire, nous avons une langue, nous avons des idées, nous avons des parents, nous venons d'une région, nous avons une religion ou pas, mais ça compte, les deux comptent, comptent également. Donc, nous ne pouvons pas réclamer l'objectivité aux journalistes. Ce sont des sujets. Ils ont des convictions, ils votent ou ils votent pas, mais enfin bon, vous ne pouvez pas leur demander d'oublier qui ils sont. Par contre, ce que l'on peut exiger, c'est l'honnêteté. L'honnêteté. Qu'est-ce que c'est l'honnêteté? C'est la prise de distance entre soi-même, ce que l'on pense, ce que l'on souhaite, et l'information brute. Il y a une information brute, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que mes convictions interfèrent à 100% sur cette information ou à 1%? Alors, les gens ne sont pas des saints ni des ronds, on ne va pas leur demander d'être honnête à 100%. Allez, on va dire 90%, ce sera déjà très bien. Est-ce que ça se passe comme ça dans la vraie vie? Est-ce que vous avez le sentiment que cela se passe ainsi à la télévision, que vous regardez, à la radio, que vous écoutez? Je parlerai un peu plus loin du service public, dans le quotidien national ou régional que vous lisez. Est-ce que vous avez l'impression que l'information est traitée avec honnêteté, avec une relative impartialité? J'emploie volontiers le terme relatif, avec la bonne distance. Bon, sans doute pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, là je dois employer une expression péjorative, il y a effectivement une caste journalistique. Et j'emploie le terme caste à destin. Qu'est-ce que c'est qu'une caste? C'est un ensemble fermé sur lui-même et qui s'auto-reproduit. Alors, fermé sur lui-même, je ne veux pas dire bien sûr que les 37 000 journalistes, 37 000 cartes de presse qui existent en France sont tous identiques. Ce que je veux dire, c'est que quelques centaines ou quelques milliers qui font l'information, quelques centaines si on prend la presse parisienne, la presse nationale, et quelques milliers si on rajoute les télévisions, les radios, et puis les grands journaux des magazines, la presse quotidienne régionale, ces gens-là forment un petit groupe qui est passé par les mêmes écoles. C'est de plus en plus vrai, maintenant ils passent par les écoles de journalisme, il y en a 14 qui sont reconnus, qui pensent de la même chose, qui votent à peu près de la même manière, qui lisent les mêmes livres, qui ont les mêmes références, qui vont dans les mêmes restaurants, qui passent leurs vacances au même endroit, et qui se fréquentent entre eux, et qui ignorent tout un monde qui leur est totalement étranger. Bon, c'est ce que Bourdieu, alors Bourdieu est une référence, je dirais, classique chez les progressistes, c'est ce que Bourdieu appelait l'autoreproduction des élites. Et des élites ou une pseudo-élite, à quoi songe-t-elle une élite? Elle songe d'abord à conserver ses pouvoirs. Et cette petite caste de journalistes, au fond, ne souhaite qu'une chose, c'est que les choses ne changent pas. Puisque eux, ils sont bien dans le système. Donc tous ceux qui voudraient, d'une manière trop flagrante, trop nette, changer de système, ou bien ils sont condamnés, ils sont ostracisés, ou alors ils sont passés sous silence. On les met de côté. Il n'y a rien de pire que la chape du silence. C'est pourquoi à l'OGIM, nous sommes attachés à faire des portraits de journalistes. Alors il y en a 200. 200 à l'heure actuelle, enfin, le 200e arrive dans quelques jours. Ces portraits sont tous référencés. Ils sont construits d'une manière absolument factuelle, journaliste par journaliste. Ses origines, sa formation, son parcours professionnel, les livres qu'il a écrits, si c'est le cas, sa nébuleuse, son parcours militant, s'il a eu un parcours militant, ce qui est le cas dans un certain nombre, mais pas pour tous, ce qu'il gagne quand on le sait, ce qu'on a dit de lui ou d'elle, ou ce qu'il a dit lui ou elle. Et ça, je pense que c'est intéressant, je dirais,
pour l'honnête homme du XXIe siècle qui veut savoir qui lui parle. Comme l'information pure n'existe pas, quelle est cette personne qui me transmet cette information? Est-ce qu'il a été militant trotskiste dans sa jeunesse? Est-ce que, par exemple, Abel Mestre, qui s'occupait, entre guillemets, de l'extrême droite au monde il y a encore peu de temps, a été un militant gauchiste pendant 10 ans? Oui, c'est le cas. Si vous regardez le portrait d'Abel Mestre sur Logim, vous verrez qu'Abel Mestre a été trotskiste, anarchiste, il a été engagé dans tous les mouvements contre le Front National, et c'est lui qui s'occupait du Front National au monde. C'est un peu comme si, je sais pas moi, on confiait au Figaro la rubrique de l'extrême gauche à Jean-Marie Le Pen. On peut quand même s'attendre à ce que l'objectivité, non, plutôt que l'honnêteté soit tout à fait absente. Et sur ces 200 portraits, nous avons eu 2 menaces de procès, du style on va vous envoyer aux avocats. Menaces qui sont nulles et non avenues, c'était des gesticulations, ce qui prouve que nos portraits sont, je pense, bien faits. Et quand vous connaissez maintenant le terme googlisé, vous savez, on vous googlise, on introduit votre nom sur le moteur de recherche, on voit ce qui se passe. Et bien si on googlise la plupart de ces 200 journalistes, le portrait de Logim apparaît en première, deuxième, troisième ou quatrième position, mais en tout cas presque toujours sur la première page, ce qui prouve que ces portraits sont lus et apprécié. Alors qu'est-ce que vous allez trouver d'autre aussi sur notre site? Des portraits et aussi des infographies. Alors qu'est-ce que c'est qu'une infographie? Une infographie, c'est rendre clair une situation complexe en 3 ou 4 images. 3 ou 4 images construites. Et là, nous avons 25 infographies sur les groupes de presse, les principaux groupes de presse, qui sont toujours construits de la même manière, qui possèdent, qui dirigent et qui écrit, les principaux journalistes. Donc, c'est intéressant de savoir qui est derrière le groupe Bolloré, ou le groupe Dassault, ou LVMH, puisque maintenant Bernard Arnault n'a pas seulement les Échos, mais il a racheté aussi le Parisien. Savoir qui est Mathieu Pigasse, ou qui est Xavier Niel, qui investissent énormément dans les médias maintenant, comment leurs empires sont organisés, quelles sont leurs ramifications. Et nous savons que ces infographies, qui sont extrêmement professionnelles, sont maintenant utilisées dans les écoles de journalisme. Alors, pas toujours avec l'étiquette Logim. Parfois, l'étiquette a été enlevée. Bon, mais c'est peut-être, je dirais, la grâce que le vice rend à la vertu. Alors, je fais une transition sur les écoles de journalisme, le vice, la vertu, pourquoi? Il y a 14 écoles de journalisme reconnues en France, et il y en a encore une douzaine qui ne sont pas reconnues par l'État. Et ces écoles sortent, bon an, mal an, un petit millier d'étudiants, mettons 600 étudiants pour les écoles reconnues, peut-être 400 pour les écoles non reconnues. Alors, comment sont formés ces jeunes? D'abord, ils sont formés par des professeurs. Est-ce qu'on peut connaître l'origine, je sais pas moi, idéologique ou politique de ces professeurs? Bon, il n'existe pas d'enquête factuelle sur le sujet, mais par contre, on fait dans les écoles de journalisme systématiquement, au moment des grandes élections, élections présidentielles, élections européennes, ce genre d'élections, des sondages dans l'école. Par exemple, tiens, en 2007, par exemple, tiens, pour qui auriez-vous voté? Et je prends de 2007 ou 2012, tiens. Prenons plutôt 2012 parce que c'est quand même plus, c'est plus récent. Les sondages qui ont été faits dans les écoles de journalisme sur l'élection de 2012 donnaient, au premier tour, je simplifie, François Hollande 40%, différents candidats de gauche 45 ou 50%, dont peut-être 15% pour l'extrême gauche, François Bayrou 3%, Nicolas Sarkozy 2%, et Le Pen 1%.
C'est intéressant quand même. Je ne dis pas que les professeurs ou les élèves des écoles de journalisme doivent tous doivent voter pour Sarkozy ou Bayrou ou Le Pen ou que sais-je. Mais que 90% votent à gauche ou à l'extrême gauche, bon, ça veut dire qu'il y a une certaine homogénéité et que le pluralisme, je dirais, de ces... ou plutôt, c'est pas le pluralisme, c'est le respect du pluralisme idéologique dans l'exercice de leur métier, de ces jeunes générations dans les années à venir. Je crois qu'on peut quand même se poser quelques questions. Alors je vous ai parlé des portraits, je vous ai parlé des infographies, maintenant parlons des dossiers. Alors, nous faisons régulièrement des dossiers, alors soit sur un sujet particulier, ça peut être un média, ça peut être un événement ou une succession d'événements, et je vais prendre quelques exemples. Il y a 2 ans ou 1 an et demi, nous avons fait un dossier qui a eu beaucoup de succès sur le petit journal de Yann Barthès. Yann Barthès qui n'est plus à Canal+, qui a maintenant rejoint une autre chaîne, et qui s'appelait le petit journal Goebbels à Beverly Hills. Alors c'est un titre qui est volontairement accrocheur et ironique, parce que le petit journal qui se veut ironique, qui se veut jeune, qui se veut branché, est vraiment un instrument d'influence idéologique qui va à la fois dans le sens du libéralisme économique, bon, c'est le manche, hein, c'est l'argent, et du libéralisme sociétal, mais au fond le libéralisme sociétal n'est que le masque qui permet de justifier un certain libéralisme économique où l'argent est roi. 2 autres exemples. Nous allons sortir là, bien prochainement sur Logim un dossier sur les médias et les migrants. Bon, tout le monde connaît ce qu'on appelle les migrants, que certains appellent les réfugiés, qu'il faudrait appeler d'ailleurs sans doute par leur nom, c'est-à-dire les clandestins, c'est-à-dire les gens qui s'introduisent chez vous alors que vous ne les avez pas invités et qui ne suivent pas les procédures normales. Moi j'écoute France Culture tous les matins. Bon, pourquoi j'écoute pas les radios périphériques? Parce que je n'aime pas les publicités. Donc j'écoute France Culture, donc j'écoute les informations. Mais c'est hallucinant. C'est simplement hallucinant. À chaque fois que l'on parle des migrants, c'est ou bien purement sur un mode compassionnel. Alors on va interviewer une jeune fille absolument charmante, qui est originaire, je sais pas moi, du Ghana ou du Nigeria, et puis elle explique à quel point elle était malheureuse, et là à quel point quand même elle souffre encore, mais que heureusement on va l'aider et que ça va aller mieux. Bon, alors, il ne s'agit pas bien sûr de condamner cette compassion, mais on ne parle jamais des souffrances des Européens. On ne parle jamais des souffrances des gens qui sont à Calais, qui souffrent tous les jours de voir leur ville envahie. On ne parle jamais des souffrances des Allemands, ou alors si, bon, quand il y a 1000 agressions sexuelles à Cologne en une nuit, là on est obligé d'en parler. Encore que les Allemands au début ont essayé d'étouffer l'histoire. Et bon, le dossier décrypte d'une manière tout à fait analytique le vocabulaire qui est employé. Alors quand on parle de réfugiés qui viennent par exemple, je sais pas moi, de Côte d'Ivoire, du Mali, en quoi sont-ils des réfugiés? On parle aussi de réfugiés afghans. Mais quand on regarde qui sont ces réfugiés afghans, ce sont de jeunes hommes, entre 20 et 30 ans. Alors leur pays est en guerre, certes, il y a les talibans, certes, mais ils pourraient se battre, plutôt que d'abandonner leur famille. En réalité, ce sont des réfugiés économiques, et qui viennent, pourquoi? Parce que les conditions économiques générales et les avantages sociaux sont effectivement, chacun le sait, plus importants en Europe qu'en Afghanistan, ou qu'en Pakistan, ou que dans d'autres pays. Donc une analyse des migrants. Alors, un dossier plus récent et plus international, puisque maintenant nous avons des correspondants en Allemagne, en Italie, en Suisse, en Hongrie,
en Pologne, au Liban, bientôt en Côte d'Ivoire. Alors donc nous avons maintenant des dossiers réguliers sur ces pays. Alors c'est l'affaire Maria. L'affaire Maria qui s'est déroulée en Allemagne il y a maintenant une quinzaine de jours, c'était à la fin de l'année 2016. Maria était une jeune Allemande d'une vingtaine d'années qui est la fille d'un haut fonctionnaire européen qui s'occupe des migrants. Et cette jeune femme a été sauvagement violée et assassinée. Et puis son corps a été ensuite jeté dans un canal par un, entre guillemets, réfugié afghan de 17 ans qui s'était introduit d'ailleurs tout à fait clandestinement en Allemagne. Bon, en dehors du fait dramatique de cette... c'est plus qu'un fait divers, parce que la vie de ses parents, je pense, est détruite. Ce qui est intéressant, c'est la réaction des médias allemands. Les médias allemands, dans un premier temps, ont occulté ce fait. Ils ont dit, on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que si on en parle, il y a un risque. Quel risque ? Il y a un risque de stigmatisation des réfugiés et de ceux qui s'en occupent. Donc leur réflexe n'était pas de dire mais bon, il y a des agressions, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour protéger, nous protéger nos compatriotes ? Non. C'est quelles pourraient être les conséquences si on en parle sur l'opinion publique qui risquerait d'être moins favorable aux réfugiés et à ceux qui s'en occupent. Ça a tenu quelques jours, puis après ça a sauté. Et pourquoi ça a sauté ? Ça a sauté à cause des médias sociaux, de tous les réseaux. Twitter, Facebook et les autres, où là, effectivement, les gens en ont parlé. Et là, il a été... c'était impossible de taire maintenant cette information. Alors, et Angela Merkel est même d'ailleurs intervenue sur le même thème, en disant surtout, ne faisons pas de généralité, ne stigmatisons pas, comme si Angela Merkel protégeait finalement peut-être plus les réfugiés et les clandestins que son propre peuple. Mais bon, ça c'est une question politique directement. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la réaction des médias. Donc des portraits, des infographies, des dossiers, et puis des brèves, je dirais des brèves sur l'actualité médiatique quotidienne. Là, nous sommes aujourd'hui vendredi, nous sommes en train de préparer une brève sur un des cofondateurs de Terra Nova. Terra Nova, c'est un des think tanks du Parti Socialiste, qui vient d'être condamné pour pédophilie en Angleterre. Et le silence médiatique autour de cette affaire est assez assourdissant. Mais bon, des brèves, nous en faisons deux ou trois par jour, et je pense que vous aurez le loisir sur le site de pouvoir les consulter. Alors je vous parlais des portraits tout à l'heure. Alors ces portraits sont pour le moment des portraits en ligne. Mais comme nous devons innover, comme les sites doivent se renouveler, depuis peu de temps maintenant, nous faisons des portraits vidéo. Un portrait vidéo, c'est un petit peu plus long, parce que ça dure 20-25 minutes, quand il y a de la matière. Alors, le premier que nous avons réalisé, c'est sur Franck-Olivier Gisbert. Franck-Olivier Gisbert, ou la connivence tranquille, puisque Gisbert a été, le personnage emblématique d'un certain style journalistique, qu'on peut résumer par la formule, un peu bref, mais je pense significative: je lèche, je lâche, je lynche. Alors je lèche des chaussures, des gens qui sont au pouvoir, et puis quand ils sont sur la pente descendante, je les lâche, quand ils sont en bas, je les lynche. C'est une attitude que FOG a suivie dans toute sa carrière. Le deuxième, qui n'est pas encore paru sur le site de Logim, mais qui va être notre 200e portrait, c'est Edoui Plenel. Edoui Plenel, ancien directeur de la rédaction du Monde, à l'époque Colombani. C'était le fameux trio Colombani, Minck, Plenel, qui a coulé le monde.
Ils ont laissé le journal dans un état absolument lamentable. Plenel qui a été de tous les combats anticolonialistes et finalement, je dirais, anti-France. Je crois qu'Edoui Plenel déteste sincèrement, vraiment sincèrement, la France et les Français. Il a ce qu'on appelle c'est l'amour de l'autre avec un A majuscule, qui implique quand même, pour lui en tout cas, une certaine détestation de ses compatriotes. Et pour reprendre la formule du journaliste et écrivain François Bousquet, c'est Big Other a remplacé Big Brother. Le grand autre a remplacé le grand frère. Vous savez, Big Brother, c'était 1984, le roman prémonitoire de George Orwell. Alors, d'une certaine manière, maintenant vous avez Big Brother, parce que bon, c'est vrai que si vous avez un téléphone intelligent, si vous avez un GPS, d'une certaine manière, Big Brother vous suit. Big Brother, c'est Google, c'est Amazon, c'est Apple. Et puis le Big Brother, c'est au fond, je dirais, tout ce qui n'est pas vous, et tout ce qui n'est pas votre culture, votre éducation, vos racines, puisque ça, c'est considéré d'une manière quand même un peu péjorative et négative. Par contre, les racines des autres, c'est très bien. Vos racines à vous, c'est quand même un peu problématique. Et il faudrait que vous fassiez un effort. Bon, tout ceci pour vous dire que quand vous lisez votre journal, quand vous écoutez votre radio, quand vous regardez la télévision, prenez un peu de distance. Au fond, je crois que c'est une espèce de réflexe qu'on doit avoir. Dans ce qu'on me dit là, ça cache pas un peu quelque chose. Il y a 3 ans, quand on écoutait les nouvelles sur la Syrie, Bachar el-Assad, ça, il est tombé, c'était fait. C'était une question de semaines, même peut-être de jours. Bon, il est toujours là. Et puis sur la Syrie, là, pendant des semaines, là, on nous a rebattu les oreilles avec Alep. Sauf que Alep a été coupé en deux. Il y avait Alep Est, les djihadistes, et Alep Ouest, qui étaient fidèles au régime. Donc c'est pas Alep, c'est une partie d'Alep. Donc au fond, je crois que c'est le devoir de chacun de prendre la bonne distance. Et puis, si vous avez besoin d'informations complémentaires sur les médias, vous allez sur le site www.ojim.fr. Vous y serez les bienvenus.